Pas mal. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on quitte la Terre pour aller explorer les confins de l'espace en compagnie d'une belle bande de tueurs. Aujourd'hui, c'est Predators. C'est parti. Suite à la déception critique et financière de Predator 2 en 90, la Fox ne fut pas franchement enthousiaste à l'idée de remettre le couvert pour une troisième partie de chasse. C'est donc une grosse déception pour les frères Thomas qui considéraient le potentiel de la saga comme illimité et avaient donc encore tout un tas d'idées en tête. Un épisode en mode western, un épisode sur une autre planète, voire même un film racontant l'histoire du fameux pistolet que le chef du clan Predator donna à Reagan à la fin du deuxième volet. Une histoire qui sera finalement racontée dans le comics Predator 1718, publié en 96. Du coup, l'idée d'un troisième volet de Predator est mise de côté au profit du projet Alien vs Predator. Bon ben salut. Cependant, en 94, voyant que le projet AVP n'avance pas franchement, la Fox se remotive. Elle contacte donc le jeune réalisateur Robert Rodriguez et lui propose d'écrire le nouveau volet de la saga, mais avec deux contraintes spécifiques. Retrouver l'ambiance de l'original et faire revenir le personnage de Dutch, assurant ainsi une véritable continuité avec le film de McTiernan. Chose que le deuxième volet n'était que partiellement parvenu à accomplir. Rodriguez se met donc à l'œuvre et accouche d'un script ambitieux. Très ambitieux. Trop ambitieux. Le devis est salé. En l'état, le budget est estimé à 150 millions de dollars et c'est bien ça le problème. Faire revenir le Predator sur le devant de la scène, ok. Mais s'il y a moyen de pas trop casquer, c'est bien aussi. Dans ce fameux script, on apprend que suite aux événements du premier film, le personnage de Dutch a déserté l'armée. Au début du film, il se fait donc capturer par des soldats qui disposent d'une technologie de camouflage similaire à celle des Predators. Il est ensuite envoyé sur la planète Arcus 6 pour épurger sa peine d'emprisonnement. Sauf que pas de bol, une cinquantaine de Predators a investi cette planète qui sert de gigantesque arène de combat dans laquelle les jeunes Predators passent une sorte de rite de passage à l'âge adulte. Au final, on apprendra que tout ceci était une conspiration et qu'en réalité l'armée a conclu un pacte avec les Predators. En échange de leur technologie, il leur fournirait des humains et surtout Dutch que les Predators considèrent comme l'ennemi public numéro 1 depuis qu'il a tué Jean-Patrick. JP. Le scénario était donc ambitieux, disposé d'un bestiaire extraterrestre assez fourni et surtout marquait enfin le retour de Dutch au sein de la saga, mais bon, comme je l'ai dit, ça coûtait beaucoup trop cher et à la Fox ils étaient pas hyper chauds. Du coup il a fini dans un tiroir le bordel. Et en 2004, on a finalement eu droit à Alien vs Predator, qui a donc permis au Predator de faire son retour sur grand écran. Et il y a une suite formidable aussi, mais pour tout savoir sur le sujet, je vous redirige vers la partie 5 de ma rétro Alien. Bref, du coup, les deux films Alien vs Predator ayant quand même rapporté un peu d'argent, la Fox se mit à réfléchir sérieusement à un troisième épisode des parties de chasse du Predator. Et donc, en 2009, l'exécutif Alexion ouvre un tiroir et retombe ainsi sur le fameux script de Rodriguez. Ni une ni deux, il contacte le réalisateur et relance la machine. Rodriguez accepte donc de chapeauter le projet via son studio Troublemakers, mais il n'en sera que le producteur, déléguant la réalisation et la réécriture du script à d'autres que lui. Le réalisateur canadien Vincenzo Natali, à qui l'on donne notamment Cube, un classique de la SF, a également proposé un pitch à la Fox en 2010 avec quelques illustrations plutôt sympas. Mais le studio a préféré continuer avec le projet de Rodriguez. Et ouais, pas de bol Vincenzo. Rodriguez confie donc l'écriture aux débutants Alex Litvak et Michael Finch qui signent alors leur tout premier script. Reste maintenant à trouver un réalisateur. Plusieurs noms circulent, notamment ceux de Neil Marshall, réalisateur de The Descent, Michael J. Bassett, réalisateur de l'immonde Silent Hill Revelations, Marcus Nispel, Peter Berg et Darren Lynn Bousman qui a accouché de quelques épisodes de Saw. C'est finalement l'Hongro-américain Nimrod Antal qui décroche le gros lot, Rodriguez ayant beaucoup apprécié ses films Control, Motel et Blindé. À son arrivée, Antal relit le scénario original et se met à travailler étroitement avec Litvak et Finch, apportant énormément d'idées nouvelles tout en supprimant de nombreux éléments. Le scénario va ainsi subir une véritable refonte et il ne subsistera de l'original que quelques éléments et le contexte de base, à savoir un safari prenant place sur une autre planète. Concernant Dutch par contre, la carrière politique de Schwarzenegger va rendre son retour compliqué. Si l'équipe envisage pendant un temps de lui offrir un caméo, l'idée est finalement abandonnée à cause des délais trop courts. Du coup, he will not be back. Les scénaristes envisagèrent également de faire revenir le personnage de Mike Harrigan de Predator 2, mais l'idée n'aboutit pas non plus, et Harrigan fut réécrit pour laisser place à un nouveau personnage. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que l'histoire se répète. En effet, c'est exactement ce qui s'est passé avec Dutch dans Predator 2. La Fox confie donc à Rodriguez et Antal une enveloppe de 40 millions de dollars, et compte tenu des ambitions du projet, c'est pas franchement énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le même budget qu'Alien vs Predator et Q.I.M. Rodriguez fera de son mieux pour négocier une rallonge avec la Fox, mais le studio n'en démordra pas. Ce film serait en fait l'occasion de tester le public. S'il répond présent, des suites plus ambitieuses pourront être envisagées, mais pour l'instant, le Predator allait devoir refaire ses preuves. Titré Predators en référence aux Aliens de James Cameron, ce troisième opus aura donc la lourde tâche de proposer un retour aux sources digne de l'intouchable film original et de faire trembler le box-office pour prouver que la saga en avait encore sous le capot. Bref, il fallait que ce soit un retour en force. Petite pression. Débuta alors une phase importante, celle du casting. En effet, qui allait donc succéder à Schwarzenegger dans le rôle principal? Vin Diesel, The Rock, John Cena, Guillaume Cassard?
Sauf que pour Rodriguez et Antal, partir dans cette direction aurait été une erreur, car ça semblait bien trop évident et que de toute façon, personne ne pouvait rivaliser avec Schwarzy. Le duo décida donc de surprendre son monde en confiant le rôle à quelqu'un qu'on n'attendait pas forcément dans ce type de film. C'est en contactant l'oscarisé Adrien Brody que les deux hommes ont une révélation. Alors qu'il lui propose un second rôle, Brody, qui est bien conscient de renvoyer une image d'acteur plutôt chétif, leur envoie une photo de lui alors qu'il sort du tournage de The Experiment, pour lequel il a pris pas mal de muscles. Tu te foutrais pas un peu de notre gueule toi par hasard ? C'est donc Adrien Brody qui hérita du rôle principal. Loin d'avoir un physique de bodybuilder et pas forcément habitué des films d'action, ce choix de casting avait de quoi surprendre, mais Antal et Rodriguez étaient confiants, et Brody, grand fan du film original, était enthousiaste. Après Alien vs Predator, découvrez Le Pianiste vs Predator. Il aurait mieux fait de réviser ses gammes. Autour de lui graviteront Alice Braga, Topher Grace, Lawrence Fishburne, Walton Goggins, l'athlète russe Oleg Taktarov, un jeune Mahershala Ali encore loin de ses 2 Oscars pour Moonlight et Green Book, Luis Ozawa et Danny Trejo. Petite anecdote concernant ce dernier, après avoir entendu parler du script de Predators dans lequel un personnage était décrit comme ressemblant à Danny Trejo, il a décidé d'appeler son ami Robert Rodriguez pour lui rappeler que personne ne ressemble plus à Danny Trejo que Danny Trejo. Et voilà comment on obtient un rôle à Hollywood. La préparation est donc lancée et les effets de maquillage et de créatures sont confiés au studio KNB, géré par le vétéran Greg Nicotero, collaborateur de longue date de Robert Rodriguez. Ce sera donc le 3e studio à apposer sa marque sur la saga, après Stan Winston pour Predator 1 et 2 et Eddie Eye pour les 2 volets d'Alien vs Predator. Et comme pour rendre hommage au film de McTiernan, le studio ne dispose que de peu de temps de préparation. Et pourtant, il y a un paquet de choses à faire. Le film s'avère en effet riche en créatures nouvelles et le studio ne dispose que de 3 mois pour concevoir tout ça. Le tournage débute finalement à Hawaï le 28 septembre 2009 où seront tournées la plupart des scènes en extérieur. Le reste du tournage se déroulera quant à lui au Texas, au studio Troublemakers, histoire que Rodriguez puisse avoir le contrôle créatif sans la présence envahissante des cadres de la Fox. Il laissa cependant une très grande liberté au réalisateur Nimrod Antal, ne marchant jamais sur ses plates-bandes, se contentant simplement de quelques suggestions dans une volonté de collaboration en bonne intelligence. C'est beau. Rodriguez, en tant que superviseur d'effets spéciaux expérimenté, donna tout de même quelques indications à Antal concernant certains plans, ce pour faciliter la tâche à sa boîte d'effets visuels qui allait gérer la post-production. Cependant, et comme d'habitude avec cette saga, le tournage ne fut pas pour autant une partie de plaisir. Le froid texan s'avère en effet redoutable, les températures étant les plus basses enregistrées depuis 10 ans, et travailler dans de telles conditions climatiques se révèle compliqué pour l'équipe et le casting. L'acteur Luis Ozawa en fera d'ailleurs les frais lorsqu'il devra tourner une scène torse nu à 1h du matin par 2 degrés Celsius. Une bonne soirée de taf comme on les aime. Mais ce n'est pas tout. Un jour, alors qu'ils sont censés tourner une scène en lieu naturel près d'une rivière, ils constatent qu'une cascade a miraculeusement fait son apparition depuis les repérages 2 mois plus tôt. Du coup, la prise de son est impossible et l'eau est désormais glacée, ce qui fera le bonheur des acteurs qui doivent y plonger pour les besoins de la scène. On pourra aussi mentionner l'aspect purement physique du tournage qui s'avéra très éprouvant pour les acteurs. C'est donc ce qu'on peut appeler un tournage riche en cascades. Sans oublier du coup les cascadeurs incarnant les Predators qui, tout comme le défunt Kevin Peter Hall avant eux, se retrouvent enfermés dans des costumes lourds et extrêmement chauds, réduisant considérablement leur champ de vision. Pas facile, hein? En plus de tout ça, Antal ne dispose que de 55 jours de tournage, ce qui lui vaudra pas mal de sueur froide parce que c'est pas vraiment énorme pour obtenir un résultat à la hauteur de ses ambitions. Sachant que de base le budget n'est pas des plus confortables, Antal va devoir faire pas mal de concessions pour livrer le film en temps et en heure, et ce sans dépasser le budget. Allez Nimrod, you can do it! Mais même si le tournage est compliqué, par chance, l'équipe est constituée de fans de Predator, et ces derniers sont donc motivés et enthousiastes à l'idée d'écrire un nouveau chapitre de la saga, ce qui les aide grandement à relativiser. Le tournage s'achève finalement dans les temps, en novembre 2009. Dans un premier temps, la musique est confiée à Alan Silvestri, censé faire son grand retour au sein de la saga, mais ce dernier n'est pas disponible et cède donc sa place à John Debney, qui avait déjà travaillé avec Rodriguez sur Spy Kids et Sin City. Le film sort finalement le 9 juillet 2010 aux États-Unis, où il obtient un succès plutôt honorable, y rapportant plus de 50 millions de dollars. Les recettes mondiales s'élèvent quant à elles à près de 128 millions, soit le plus gros succès de la trilogie. C'est plutôt une bonne nouvelle, sauf que ça reste quand même en dessous des 2 volets d'Alien vs Predator, qui culminaient respectivement à 177 et 130 millions de dollars. C'est donc une semi-bonne nouvelle. Niveau critique, c'était assez partagé, le film obtenant généralement la moyenne sans plus. Ce qui est bien mais pas top. Predators nous conte donc l'histoire d'un groupe d'inconnus, parachutés dans une jungle inconnue, sur une planète inconnue, pour une raison inconnue. Suspense! Ils se découvrent cependant rapidement un point commun. Mercenaires, snipers, soldats, membres du cartel mexicain, yakuza, serial killer, ce sont tous des tueurs. Sauf lui. Lui c'est juste un docteur. Mais Royce, le mercenaire leader malgré lui du groupe de tueurs, n'est pas dupe et réalise rapidement la raison de leur présence ici. Ils sont les proies d'un trio de chasseurs méthodiques, déterminés et sans pitié, et ils finiront tous par se faire tuer s'ils ne quittent pas la planète au plus vite. Le combat sera rude et il n'y a qu'en se serrant les coudes qu'ils s'en sortiront. Du coup, Predators, c'est... pas extraordinaire. Le film était très attendu. Vendu comme un retour aux sources, chapeauté par Robert Rodriguez qui est pas un manche, ça promettait beaucoup. Malheureusement, Predators laisse l'impression désagréable d'un gros gâchis. Ça aurait pu être top, mais c'est juste passable. Pourtant ça démarrait pas trop mal. Predators prend en effet le parti de nous plonger directement dans l'action lors de sa première scène, ce qui est assez cool. On pourrait d'ailleurs croire que ça va donner le ton du film, qui profitera donc d'un rythme soutenu tout du long, mais... Pas franchement en fait. Le rythme est un peu en dents de scie.
Suite à cette intro, on fait la connaissance des différents personnages qui sont tous suffisamment différents les uns des autres pour qu'on se rappelle vite de qui est qui, ce qui est plutôt un bon point. Rien de pire que d'avoir 38 Jean-Claude interchangeables, et heureusement, c'est pas le cas ici. Rodriguez avait d'ailleurs déclaré que l'intention avec ses personnages, c'était de les iconiser le plus possible. Le but étant de donner l'impression que chacun d'entre eux pourrait être le héros de son propre film. Et niveau casting, il y a du bon, Adrien Brody en tête que je trouve totalement crédible dans son rôle de dur à cuire. Je trouve que l'acteur apporte une certaine sensibilité au rôle qui serait passé à la trappe s'ils avaient juste engagé un gros bras à la Vin Diesel. Alice Braga se défend aussi plutôt bien dans son rôle de sniper. D'un abord très froid, elle se révèle finalement comme la plus humaine de la bande et son personnage s'avère donc très attachant. Concernant le personnage d'Isabelle, Nimrod Antal avait pour intention de révéler à la fin du film qu'elle était en réalité une extraterrestre. Une idée sur laquelle Robert Rodriguez a décidé de mettre son veto. Concernant le reste du casting, rien de particulier à souligner. Ah si, Laurence Fishburne. Fishburne incarne donc le naufragé Noland, bloqué sur la planète depuis 10 ans et... comment dire ? Le jeu de Fishburne est hyper caricatural, zéro subtilité, il joue à fond le mec cinglé, du coup le personnage est juste ridicule. Et puis bon, vu sa surcharge pondérale, honnêtement, j'ai un peu du mal à croire qu'il soit naufragé sur la planète depuis plus de 10 ans. Le genre de petit détail qui tue. J'aurais trouvé ça bien plus intéressant si le personnage du naufragé s'était avéré être Mike Harrigan de Predator 2 comme c'était initialement prévu. Mais bon, de toute façon, son temps de présence à l'écran est relativement limité. Fishburne n'a eu droit qu'à 2 jours de tournage et au final, son personnage ne sert qu'à donner quelques informations au groupe d'anti-héros avant de se faire tuer comme une merde. Ah, spoiler. Après, les relations entre les personnages sont généralement sous-développées et c'est dommage. Il y a un gros potentiel, mais qui n'est jamais vraiment exploité. Je veux dire, mettre un groupe composé de tueurs professionnels et de psychopathes face aux prédateurs, c'est un concept génial en soi, parce qu'il implique des tensions au sein même du groupe d'humains. Là où le premier film mettait en scène une unité d'élite composée d'hommes ayant l'habitude de travailler ensemble, ici, le groupe est totalement dysfonctionnel. Ils ne se connaissent pas et ils sont tous dangereux. On aurait donc pu partir sur une histoire en mode ne faites confiance à personne, axée sur la paranoïa des personnages qui devraient faire non seulement attention aux prédateurs, mais également à ceux avec qui ils sont obligés de collaborer. Et ça aurait été vraiment intéressant. Le titre est d'ailleurs explicite, Predators au pluriel. C'est à la fois une référence à Aliens comme je l'ai dit plus tôt, mais aussi aux personnages qui sont eux-mêmes des prédateurs. Malheureusement, le sujet est à peine survolé. S'il y a bien quelques tensions, notamment entre les personnages de Mombasa et Stans, ça ne va jamais bien loin, le film sacrifiant l'aspect purement psychologique de son concept sur l'autel du rythme. Du coup, les personnages se contentent d'être des archétypes. Même Royce est sous-développé, et c'est dommage parce que le personnage a un arc intéressant au sein du film, mais il aurait mérité d'être bien plus creusé. Le personnage nous est présenté comme un solitaire désabusé qui a certainement eu un passé compliqué, et qui par conséquent refuse de s'occuper d'autre que lui. Mais il va finalement s'ouvrir et décider de cesser de jouer les égoïstes. Classique mais efficace. Le truc, c'est que son évolution est amenée sans vraiment de subtilité. Il se contente de finalement avoir bonne conscience comme par miracle. Et encore une fois, c'est dommage parce que comme je le disais, Adrien Brody est vraiment très bon dans le rôle. Ça aurait donc été intéressant que le film nous en dise davantage sur lui, son passé, bref, qui il est réellement derrière cette carapace qu'il s'est forgée et comment il en est arrivé là. Sauf que non, on s'en fout de tout ça, le film doit avancer, ok ? Et pour le coup, c'est du côté de l'écriture que ça pêche. Concernant Antal, si ce dernier se révèle parfois très inspiré pour composer quelques plans de toute beauté, grandement aidé par son directeur de la photographie Giulia Pados, sa mise en scène peine quant à elle à instaurer la moindre tension. Pourtant, Antal avait pour intention de retrouver le suspense qui caractérisait le premier volet signé McTiernan, préférant laisser les créatures dans l'ombre et faire grimper la tension petit à petit. L'intention est louable, mais c'est l'exécution qui pêche. Par exemple, je trouve que la jungle n'est jamais aussi menaçante et oppressante que dans le premier volet. Et on arrive à ce qui constitue le problème majeur du film, sa volonté de marcher sur les traces de l'opus original. Le film a donc des allures de remake désavoué qui n'apporte pas grand chose de neuf à la saga, se contentant de recycler certaines des meilleures scènes de l'original, mais en moins bien. Et cette approche ne peut pas fonctionner car, en multipliant les clins d'œil, elle prive tout simplement le film d'une identité propre. Et franchement, quel est l'intérêt de mettre Long Tall Sally en générique de fin si ce n'est pour faire un gros clin d'œil pas subtil aux fans du premier film? Même remarque concernant la BO d'ailleurs. Elle marche sur les traces de Silvestri, mais sans apporter grand chose de neuf. La prise de risque est donc aux abonnés absente, et c'est fort dommage. Pastèque sur le gâteau, toutes ces références ne sont que vanement superficielles. Excite donc la formidable réflexion sur le retour à l'état de nature du premier film. Predators ne cherche pas la réflexion, il n'a rien à dire, et il ne résulte donc de tout ça qu'une histoire de survie classique pas franchement inoubliable. Et encore une fois, avec un tel potentiel de base, il y a de quoi rager. Et le fait de situer l'action sur une autre planète, c'est aussi une idée très cool. Sauf qu'on n'a jamais l'impression d'être sur une autre planète. On pourrait très bien être sur Terre, ça changerait quasi rien à l'aspect visuel des décors. Et même si c'est certainement dû au budget serré, qui a dû grandement limiter les ambitions en termes de direction artistique, ça reste un gâchis. Encore une fois, le potentiel est là, mais n'est pas exploité. Predators se contente donc du minimum syndical, il en résulte un film trop plat et même au niveau de la violence. Il a beau être classé R, la tension est tellement inexistante que les rares gerbes de sang ne font strictement aucun effet. Et je suis pas fan du gore à outrance mais bon, pour un film estampillé Predator, c'est beaucoup trop sage. Cependant, le film a tout de même quelques qualités. Soyons magnanimes. Déjà, on pourra apprécier le fait que globalement, le film est tourné à l'ancienne. Je veux dire par là que, mis à part certains plans à effets spéciaux numériques un peu foirés, Predators fait la part belle aux cascades et aux effets de plateau pour notre plus grand plaisir. Vous imaginez s'ils avaient fait des Predators en images de synthèse? Ça aurait vraiment été une idée de merde.
Ici non, à part en ce qui concerne les chiens de chasse, la production n'a pas cédé aux sirènes des effets spéciaux à outrance, et les Predators sont donc bien présents physiquement, incarnés par les cascadeurs Brian Steele et Cary L. Jones. Les effets de maquillage de la société KNB sont d'ailleurs d'excellente facture et n'ont vraiment rien à envier à ceux des films originaux, le studio posant sa marque sur la saga en créant de tout nouveaux types de Predators. En effet, le film met en scène ce que l'on appelle les Super Predators, une sous-espèce de la race extraterrestre bien plus forte et menaçante que les individus que l'on connaissait jusqu'à présent. Avec eux, pas de code d'honneur, ce sont juste des machines à tuer sans pitié. Niveau design, Nimrod Antal les décrit comme la version iPod des Predators, là où les originaux étaient les versions audio cassettes. Et il faut avouer que le design du Super Predator principal, nommé Mr. Black, a une sacrée gueule. Le Predator original fait quant à lui également son retour avec un design quasi copié-collé de Jean Patrick du premier opus. Le rendu des créatures est donc impressionnant, chacune d'entre elles paraissant bien vivantes. On a aussi droit à un autre monstre appelé le River Ghost, en partie inspiré par le design original du Predator incarné par JCVD dans le premier film. Vous savez, le lézard canard. Pour le coup, c'est un clin d'œil inattendu et plutôt sympa. Concernant le traitement des Predators au sein du film, par contre, je suis assez partagé. À aucun moment la mise en scène ne parvient à les iconiser comme avait pu le faire McTiernan et Hopkins dans les 2 volets précédents. Du coup, si réussi soit-il visuellement, ces Predators-là sont bien plus oubliables que Jean-Patrick et Jean Hubert. Dommage. Bon, là je m'acharne pas mal, mais après globalement le visionnage du film n'est pas ultra désagréable. Il propose de quoi divertir pendant 1h45, malgré une baisse de rythme en milieu de métrage, et c'est pas non plus une merde, ça remonte même sacrément le niveau quand on repense à Alien vs Predator et QM. Le truc, c'est qu'il est pas franchement bien écrit, qu'il propose rien d'inoubliable, et qu'il sert pas à grand chose au sein de la saga. Certes, il introduit les Super Predators, et il laisse entendre qu'il y a une guerre civile entre eux et les Predators classiques, mais il va pas plus loin. Il va jamais plus loin. Même le combat final entre Royce et le Predator, qui aimerait encore une fois marcher sur les traces du film original, ne fonctionne pas, car beaucoup trop vite expédié. Du coup, c'est pas de la merde, mais ça reste un gros gâchis. Parce qu'il y a plein de bonnes idées là-dedans, mais qu'ils ont pas su quoi en faire. Predators, c'est donc une série B de luxe qui ne cherche jamais à aller plus loin. Certes, c'est divertissant, mais à trop chercher à se vendre comme le digne héritier de l'original, cet opus se mange une tarte, revers inévitable de sa propre ambition. Ce n'est donc pas le renouveau de la saga, juste un épisode anecdotique et insipide qui s'oublie aussi vite qu'il s'est regardé. Et si Rodriguez et Antal étaient chauds pour remettre le couvert, les choses ont fini par tourner autrement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, de commenter, de me soutenir sur Tipeee si l'envie vous prend, et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!